des projets formidables que notre comité en fin d'année 2020 a souhaité distinguer. Nous le disions à l'instant avec le président Leonetti, les temps ne se prêtent pas toujours à beaucoup d'élan et d'allant et d'enthousiasme, et donc qu'il puisse y avoir autant de créativité et de beaux projets dans les circonstances que nous connaissons, c'est en soi admirable. Vous le savez, la Fondation, qui a quelques années, elle a pour objectif de porter haut les couleurs de la démocratie sanitaire, de défendre évidemment les droits des patients. Rien n'est jamais acquis, on le sait tous en termes de droits, c'est un travail perpétuel, et puis aussi d'être un peu les vigies ou modestement d'être un peu en veille de toutes les évolutions de cette démocratie sanitaire. On voit bien que les temps changent, que depuis 20 ans, 10 ans, les choses ont évolué, que la parole, l'expérience du patient est de plus en plus considérée, et c'est une très bonne chose. Et donc le palmarès de cette année vraiment fait honneur aux valeurs et aux principes de la Fondation. On va évidemment donner la parole cet après-midi aux 9 lauréats qui ont bénéficié d'un soutien financier, et puis aux 18 autres initiatives. On consacrera aussi une séquence aux 18 autres initiatives exemplaires, et celles et ceux qui souhaiteront s'exprimer pourront le faire. Donc en tout, c'est 27 initiatives exemplaires étant donné qu'on a beaucoup de projets, la Fondation a voulu distinguer. Je vous demanderai juste alors quelques petits sujets techniques. Merci de garder vos caméras, c'est le plaisir de se voir, il n'est pas si fréquent. Par contre, de couper vos micros, effectivement, quand ce n'est pas à vous de parler, et notre cérémonie sera enregistrée pour pouvoir ensuite valoriser ce beau temps d'échange sur les réseaux sociaux. Et sans plus attendre, je laisse la parole à notre président, Jean Leonetti, qui va donc ouvrir officiellement ce temps tous ensemble. Merci Béatrice, merci Lamine Garbi, Monsieur le Président, mon ami, qui quand même le porteur de l'ensemble de ces initiatives de la Fondation des usagers de la santé, du système de santé. Merci à vous tous d'être là. J'ai un mélange de plaisir, de frustration, plaisir de voir que ça continue, plaisir de voir que les initiatives se développent, elles sont de plus en plus riches, et que frustration, bien sûr, de ne pas pouvoir échanger beaucoup plus librement en présentiel, mais on peut espérer que les choses continueront, et au fond, le Covid, c'est toujours un révélateur d'une société qui, en matière de santé, a besoin de communiquer. Peut-être que ça nous apprend que la communication télévisée a quelquefois ses inconvénients, et que les réseaux sociaux, quelquefois aussi, un obstacle à la véritable communication que l'on devrait avoir. Mais la Fondation, abritée par la Fondation de France, la Fondation des usagers, reste sur sa philosophie telle que Lamine l'a voulu au départ, c'est-à-dire la démocratie sanitaire, l'accès aux droits, la protection de la vulnérabilité. Et Dieu sait si dans cette période, nous avions effectivement besoin des initiatives. Cette fierté, elle est partagée avec les lauréats, mais avec toutes les initiatives. Et on a choisi aujourd'hui de dire que d'abord, bien sûr, il y avait les grands lauréats, mais il y avait aussi tellement d'initiatives qu'on a qualifiées de remarquables, qu'elles méritaient à la fois d'avoir la parole, d'être présentées, et puis d'être encouragées et accompagnées. Et donc, le dernier point, c'est que je remercie bien sûr les membres du comité. Il y a eu des dizaines et des dizaines de projets qui ont été présentés au comité. Ils les ont discutés avec beaucoup de pertinence sur les 3 collèges. Ils les ont classés. Et Dieu sait si c'est difficile de classer des choses qui touchent des thèmes aussi différents que l'enfance, le soulagement de la douleur, l'accompagnement du deuil, l'initiative de présentation de l'initiation à telle ou telle pathologie. Donc, dans ce foisonnement qui est l'accompagnement de ceux qui prennent des initiatives, ces initiatives du cœur, eh bien, merci au comité qui a fait les choix des lauréats et des initiatives remarquables.
en disant que finalement, oui, bien sûr, toutes les pandémies, et Camus dans La Peste le répète, il y a quand même beaucoup plus de choses admirables que de choses détestables qui apparaissent dans ces moments un peu compliqués de la vie sociétale et de la vie individuelle, et qui montrent qu'au plus profond de l'humain, il y a encore cette volonté de solidarité, de fraternité, et en même temps cette innovation permanente d'hommes et de femmes qui sont mobilisés sur le terrain de la solidarité et de la santé. Donc, je redis un immense merci à chacun de l'honneur que vous me faites de présider ce comité, et un immense merci pour vos initiatives qui sont bien sûr quelquefois et souvent pas assez mis en exergue dans les médias, qui préfèrent le scandaleux ou ce qui accroche, mais qui crée à l'intérieur un réseau de compréhension, de solidarité et de démocratie sanitaire dont notre pays a grand besoin. J'entends plus Béatrice. Oui, ça va être mieux comme ça. Je disais merci beaucoup, Président. Je salue Dominique Pouls, membre du comité qui nous a rejoints. Pardon à celles et ceux que je n'aurais pas vus. On va regarder, avant de laisser la parole à Lamine Garbi, on va regarder une courte vidéo qui présente nos 9 lauréats. Voilà, ça fait plaisir de voir des photos d'équipe comme ça, de gens qui font des belles choses ensemble. Et je vais laisser la parole à Lamine Garbi. Effectivement, c'est il y a quelques années, hein, l'hospitalisation privée qui a eu cette idée de créer, d'engendrer cette belle dynamique et bah, qui d'année en année voilà, met en valeur de plus en plus de beaux projets. Merci Béatrice. Je ne sais pas ce qui t'arrive cet après-midi, mais c'est Lamine Garbi. Bientôt, ça va être le président Garbi. T'as vu, comme je suis solennelle. Oh là là, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est pour tout le monde, Lamine. Hein. Oui, résolument. Voilà, parce que c'est la grande famille de la Fondation et tous ceux qui sont autour de cette visio, voilà, on partage la même passion. Et je prends cet après-midi comme une fenêtre, je dirais, comme un moment de douceur et de bonheur au regard de tout ce qu'on peut vivre, tout ce qu'on peut endurer les uns, soit à titre personnel, soit à titre de représentants de fédérations ou d'usagers ou d'hommes politiques comme toi, Jean, parce que la période, elle est extrêmement noire. Voilà. Donc, ce soleil que l'on partage, c'est pour moi un moment de bonheur et merci à vous d'être là parce que ça permet de continuer, tu l'as très bien dit, Jean, de continuer à vivre et à vivre parce que, comme l'a dit le professeur Delfrécy, alors c'est vrai que depuis le mois de janvier, il est peut-être moins présent sur les plateaux télé, mais c'est quand même une sommité. Et il a un avis que je partage, c'est-à-dire qu'on en a au moins jusqu'en 2022. Au moins, quoi. Au moins. On le voit, le Covid nous joue des tours chaque semaine avec des variants et une mortalité qui est importante. On ne doit pas oublier tous ceux qui souffrent, hein, tous ceux qui sont en réanimation. On a une tension hospitalière qui est forte.
mais je remarque qu'avec la complémentarité du public, du privé, on arrive, et c'est important, on arrive à faire face. Jean, je pense que tu as dû être choqué, comme je l'ai été, par la tribune, il y a maintenant 2 semaines, un dimanche du JDD, où certains de tes confrères, non moins éminents sur Paris, expliquaient que nous serions amenés à faire un tri de patients. Je pense que tu as été, comme moi, outré. Et voilà, nous sommes là avec tous les médecins autour de cette table, de cette visio, pour vous dire et vous rassurer que le système de santé français tient bon, tiendra bon, et il est hors de question qu'il y ait le moindre tri, si ce n'est le tri, bien sûr, lié à l'état clinique du patient, en aucun cas lié à l'âge. Voilà, en tout cas, Béatrice, merci pour tout ce que tu fais pour cette fondation. Et c'est vrai qu'elle progresse, elle avance, elle se structure. Et on se doit, je pense, et c'est le cas aujourd'hui, de mettre en avant toutes ces initiatives et toutes ces valorisations. Et j'en suis heureux. Au titre de ma fonction dans cette fondation, qui est peut-être celui de grand argentier, j'ai le plaisir de vous dire que je suis arrivé à taper les copains, hein, comme on dit, et que les régions, les groupes d'établissements, les syndicats de spécialité ont répondu favorablement à notre appel aux dons, hein, parce que c'est important d'avoir des financements. Donc, on pourra continuer sur 2021, 2022 et les années suivantes. Voilà, Jean, te renouveler une nouvelle fois mon amitié, mon affection. Et c'est vrai que ça manque de ne pas se voir. Mais je te promets que je dois revenir dans ta belle région prochainement, comme tu sais. Je viendrai te voir. Je prendrai rendez-vous et je viendrai te voir parce que je ne peux pas passer par Antibes et ne pas, au moins avec un J'espère masque, bien. te faire un bisou. Et comme nous sommes vaccinés, je pense tous, parce que bon, on a plus de 50 ans et qu'on est soignant, on pourra se faire des bisous. Tu ne les Des fais bisous. pas. Pardon? Tu ne les fais pas, tes 50 ans. Oui, c'est parce que quand je passe à la télévision, je me maquille toujours. Voilà, j'ai le vieux Voilà. réflexe. Voilà, merci, merci Béatrice, merci Jean. Béatrice, je te redonne la parole, Béatrice. Lamine te Oui. redonne la parole pour Merci Lamine. dérouler. Merci Lamine. Est-ce que Monsieur Mazar, René Mazar est avec nous? Je ne sais pas s'il est avec nous. Je ne suis pas sûre. Si René Mazar n'est pas avec nous, je ne suis pas sûre qu'il nous ait rejoint. Donc René Mazar, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est un membre du comité de notre fondation, qui est trésorier de France Assos Santé. Voilà, mais je crois qu'il avait quelques soucis de connexion. Donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à… on va entamer la séquence dédiée aux 9 lauréats de notre fondation. Et je vais laisser sans plus attendre la parole à l'association AIDA pour 2 minutes. On est très heureux de les entendre sur leur initiative. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup, madame, et merci à tous de nous accueillir. Merci pour ce prix aussi. J'en profite parce qu'il y a des visages qui me sont familiers, donc je suis ravie que cet événement soit l'occasion aussi de pouvoir se retrouver, même virtuellement. C'est vrai que ça fait du bien. Alors, très rapidement, pour vous présenter l'association AIDA, on est une structure qui intervient auprès de jeunes qui sont touchés par un cancer, avec une histoire un peu particulière puisqu'elle a commencé quand on était en classe de seconde. Aïda, c'était ma grand-mère qui est tombée malade, qui a une leucémie, qui est décédée assez rapidement. Et j'avais 14 ans à l'époque, j'avais très envie de pouvoir m'engager dans le monde associatif, sauf que comme j'avais moins de 18 ans, c'était un peu difficile d'être prise au sérieux. Et donc, avec ma classe de seconde, on a créé une association pour pouvoir rendre visite à des jeunes dans l'hôpital le plus proche. Donc, ça a démarré comme ça. Et aujourd'hui, on mobilise plus de 80 000 jeunes en France dans la lutte contre le cancer et on intervient dans plus d'une cinquantaine de structures hospitalières. Donc, on est très fiers de pouvoir porter ce projet à vos côtés puisqu'on a complètement réinventé notre façon, comme beaucoup d'entre vous, d'accompagner les patients et en particulier les jeunes patients avec à la fois tous les services qu'on a pu équiper de tablettes et créer cet accompagnement à distance, mais aussi des outils qu'on a pu mettre à la disposition des jeunes patients qui sont à des tranches d'âge charnières entre le monde de l'enfance et le monde adulte. Je vois qu'il y a des services hospitaliers dans lesquels on intervient aussi qui sont connectés. Donc voilà, merci en tout cas pour votre soutien et on est très très fiers d'avoir été sélectionnés et d'être aux côtés de si beaux projets aussi. Merci. Bravo.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Léa, pour cette présentation. C'est vrai qu'on a été extrêmement sensible à votre démarche. On va laisser la parole maintenant à Romain Pénager pour la fédération Leucémie Espoir. Oui, Je vous donne la parole, Romain. merci beaucoup. Merci déjà à la Fondation pour le trophée qu'on a bien reçu et pour la tenue de cet événement. Comme l'a dit Monsieur Leonetti, ça fait vraiment plaisir de voir que malgré la situation, il y a toujours des projets qui continuent et qui sont financés par des associations comme vous. Ça fait vraiment plaisir à voir. Et donc, je voulais vous remercier pour ça. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la Fédération Leucémie Espoir, c'est une association qui travaille pour aider les patients atteints de leucémie et qui principalement est dans l'aide au niveau médical. Mais comme la plupart des gens connaissent en ce moment, il y a une digitalisation de la société et du système médical. Donc, ils ont voulu se lancer dans ça. Ils ont participé à un hackathon il y a 3 ans pour lancer une plateforme GlobuloQuest et réfléchir sur un problème qui était de comment aider les jeunes enfants atteints de leucémie à mieux comprendre leur maladie et à mieux l'appréhender. Donc, pour ceux qui ne savent pas, un hackathon, c'est un huis clos, en fait, où on met pendant 24 heures, on met des gens ensemble, des programmeurs, des médecins, des pharmaciens, vraiment dans tous les sens, pour essayer de réfléchir, de faire un gros brainstorm sur la problématique et essayer d'y trouver des solutions pendant 24 heures. Donc, c'est vraiment très, très fatigant, mais très intéressant, parce qu'on y rencontre vraiment des gens très, très intéressants. Et suite à ce hackathon, on a gagné un prix qui nous a permis de lancer le projet GlobuloQuest, donc qui a 2 objectifs. Le premier, c'était de faire de l'éducation thérapeutique de l'enfant grâce à la gamification, à des jeux. Donc pour ça, on a créé des mini-jeux à chaque étape de la... Pardon, Romain, je vous coupe. Oui, pardon. Excusez-moi, je suis confuse. Je vous coupe parce que je crois que Mme Rambaud a fait un partage d'écran en fait, Mme Rambaud, vous avez fait un partage d'écran. Voilà, super. Merci beaucoup. Bon. Pardon, je vous laisse continuer. Oui, c'est des choses qui arrivent. Oui, les aléas de la visio, pas de problème. Donc, comme je le disais, la solution GlobuloQuest propose 2 choses. La première, c'est de faire de l'éducation thérapeutique en utilisant le jeu. Donc, le but, c'est vraiment pour l'enfant de comprendre ce qu'il va subir en termes d'examen de soins et en termes de traitement. Et donc, on a essayé d'imaginer des mini-jeux qui soient vraiment adaptés au parcours de santé de l'enfant. Ça ne sert à rien qu'il apprenne quelque chose à propos de la radiothérapie s'il ne va pas en avoir. Donc, c'est vraiment des mini-jeux adaptés au parcours de soins. Et le deuxième objectif, c'est d'essayer de créer une communauté encore à travers le jeu, une communauté centrée autour de l'enfant, parce que également l'isolement des enfants pendant le traitement est une grosse problématique qui a été repérée par la Fédération Leucémie Espoir. Et donc, on essaie de créer une communauté pour accompagner l'enfant, notamment avec la famille et les amis. Donc voilà, ça fait 3 ans qu'on a fait ce hackathon et qu'on essaie de développer ce projet. Grâce à des dons comme les vôtres, on a réussi à développer une belle vitrine avec une demi-douzaine de mini-jeux qui montrent ce qu'on veut faire. Et donc maintenant, l'objectif, c'est avec Aurélie Cher-Danton et Michel Cattard, qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui vous remercient également, de poursuivre ce projet. Et c'est ce qu'on va faire grâce à votre participation. Merci beaucoup. C'est très bien, effectivement, d'avoir aussi cette vision prospective. Non seulement ce qui a été fait, mais ce qui va être fait, ça fait aussi partie de ce qu'on a envie d'impulser. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à une des membres du comité de la Fondation, Madame Basset. Je vais vous laisser vous présenter et puis introduire les 2 autres projets. Merci. Donc, Christiane Basset de l'UNAF, Union nationale d'associations familiales. Ah, donc... attendez, excusez-moi. Non, pardon. Madame Basset, excusez-moi, j'ai oublié que nous avions aussi, juste avant, l'Institut de cancérologie de l'Ouest, le docteur Kerouac qui va prendre la parole.
Oui, bonjour à tous. Donc déjà, moi, je Bonjour, suis un docteur. peu intimidée de vous rencontrer tous et d'avoir été sélectionnée pour ce projet et ces initiatives m'ont rendu très fière et très émue. Donc en fait, nous, notre projet, c'est une vidéo qui est partie du groupe de travail de soins palliatifs de l'Institut de cancérologie de l'Ouest, qui est un institut comme un CRLC qui regroupe Nantes et Angers. Et en fait, l'idée était de faire mieux connaître cette loi Claes-Leonetti sous le prisme de la première loi Leonetti de 2005, parce que ces lois sont très méconnues encore, et on s'en rendait compte, méconnues pour les soignants, mais aussi pour la population civile. Donc en fait, notre idée, c'était de rendre accessible, peut-être un peu léger sur cette thématique qui n'est pas simple, de pouvoir apporter un éclairage différent. Et donc en fait, notre vidéo, elle est basée sur des dessins qui ont été réalisés par une collègue infirmière. Ce projet, on l'a porté à 3 avec Aude Brion et Vanessa Billot, qui, hélas, ne peuvent pas être là à mes côtés, mais qui auraient bien aimé. Voilà, donc en fait, avec ces dessins qui illustrent la loi Leonetti, la loi Claes-Leonetti de 2016, en reprenant les éléments de 2005, d'essayer de rendre accessible et de rendre un peu plus public et cette loi, parce qu'on sait quelle est la difficulté d'aller voir sur Légifrance les textes de loi qui ne sont jamais simples. Voilà, on espère avoir pu rencontrer un public le plus large possible. Normalement, notre vidéo sera présentée au prochain congrès de l'ASFAP, qui a été décalé, hein, vous le savez, au mois de septembre. Donc voilà, j'en profite pour remercier très sincèrement Monsieur Leonetti. Je suis admirative de votre parcours et de vos fonctions. N'hésitez pas, si vous passez dans l'Ouest, à venir nous saluer également. Très volontiers. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, l'un des premiers vecteurs de réduction des inégalités, c'est bien l'information éclairée. Et donc, c'est tout à fait important. Pardon, Madame Basset, c'est à vous maintenant. Merci. Donc, Christiane Basset, membre du comité, et puis membre de l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales. Alors, le comité de la Fondation a tenu également, dans ses délibérations, à distinguer des projets exemplaires sur le thème de la santé mentale. Aujourd'hui, la crise sanitaire met davantage en lumière la détresse psychique, trop souvent ignorée ou stigmatisée. Il est temps de redonner dans les politiques publiques une pleine visibilité aux enjeux de santé mentale. Partir de l'expérience des personnes, mettre en lien les équipes soignantes, les usagers et leur entourage, croiser les regards et l'expérience des usagers sont aujourd'hui les éléments essentiels pour comprendre les parcours et créer une dynamique positive autour et surtout avec les patients et avec les parents. Nous sommes convaincus que c'est uniquement dans une dynamique participative que nous améliorerons les accompagnants, que nous changerons les regards et que nous réussirons à faire tomber les tabous qui entourent encore trop souvent la santé mentale. C'est dans cet esprit qu'agit l'association Oxygène, qui va présenter son projet dans quelques minutes. En outre, une crise telle que celle que nous vivons ne peut s'exonérer d'une réflexion éthique sur les pratiques soignantes et la réinvention de la relation patient-soignant. Le comité a eu un coup de cœur pour le travail de l'espace éthique du centre hospitalier Annecy-Genevois et son travail autour du deuil en temps de crise Covid. En tant que représentants des usagers et plus encore des familles, nous savons que l'impossibilité de dire au revoir à son proche, de ne pas avoir pu être présent à ses côtés lors des derniers instants, de ne pas avoir pu réaliser certains rites, rajoute de la douleur à la peine de la séparation. Il nous faudra sans doute approfondir la réflexion autour des conditions de l'accompagnement des personnes en fin de vie et de leurs familles lors de futurs épisodes de crise. Cet environnement, ce contexte, pose de nombreuses questions éthiques et interpelle à la fois chacun d'entre nous et bien évidemment en premier lieu les soignants. En tout état de cause, le projet du centre hospitalier Annecy-Genevois montre une nouvelle fois qu'une réflexion associant chacune des parties dans le développement d'une intelligence collective peut contribuer à l'accompagnement des familles et permettre ainsi de ne pas ajouter de la douleur à cette lourde épreuve que représente la séparation. Deux très beaux projets que nous sommes particulièrement heureux de pouvoir soutenir et dont les auteurs vont maintenant vous exposer les détails. Merci Christiane. Je vais donc laisser la parole à l'association Oxygène pour commencer.
Bonjour, déjà merci pour ce prix qui nous a beaucoup touchés. Donc, nous sommes l'association Oxygène, nous sommes un groupe d'entraide mutuelle. On accueille des personnes en souffrance psychique, donc on est à la fois un lieu de vie où les gens se retrouvent, viennent boire un café, partager un jeu, mais on est aussi, depuis la création, une association très militante sur le droit des usagers, faire entendre la parole des usagers. Et comme Monsieur Pénanger, il y a 1 an et demi, nous avons participé à un hackathon. On a obtenu un prix coup de cœur grâce au jeu qu'on va vous présenter ce soir. Donc, l'idée de notre jeu, en fait, c'était vraiment de créer un support pour essayer de rentrer dans les différentes institutions hospitalières, médico-sociales, qui permettent un lien entre les patients, les équipes soignantes, les accompagnants, et autour d'un jeu ludique, et présenter des situations de vie courante, afin d'un peu déstigmatiser la santé mentale et montrer aux gens qu'il ne faut pas forcément avoir peur, qu'il y a des choses qui peuvent arriver à tout un chacun, et vraiment prendre en considération la parole des personnes concernées. Voilà. Surtout, on l'a vu en ces temps de pandémie, comme disait Madame Basset, où ça a été vraiment compliqué pour pas mal, bon, pour tout le monde, mais les personnes en souffrance psychique en ont vraiment bavé, si je puis dire, pendant cette période, et on s'est aperçu que le lien humain était très important. C'est pour ça que nous, alors pendant ce hackathon, effectivement, il y avait beaucoup de choses très portées sur le numérique. Nous, on est très portés sur l'humain, et on a gardé l'idée d'un jeu de plateau qui permettrait de mettre en lien les gens ensemble, en fait, et garder vraiment notre côté humain. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est vrai que le comité a tenu effectivement à récompenser des initiatives exemplaires en matière de santé mentale, et vraiment la vôtre figurait parmi celles-ci. Donc on est très intéressés par aussi, on espère voir matériellement ce que vous faites, et puis on pourra se rencontrer un jour. Je vais laisser la parole maintenant au centre hospitalier Annecy-Genevois, avec notamment Laetitia Stéphanie. Bonjour, merci beaucoup. Je parle au nom de toute l'équipe qui a travaillé sur ce projet. Et il y a Christine Nominal qui est en visio, et puis Véronique Longuepé qui a dû partir à l'instant. Et plus largement, tous ceux qui ont travaillé sur notre projet. Ça a été vraiment une belle fierté, une belle reconnaissance pour nous tous. C'est un travail de plusieurs mois. Et vraiment, sincèrement, d'avoir cette reconnaissance des usagers, en quelque sorte, par votre biais, a été très important pour nous. Ça a été un projet qui n'a pas été toujours facile à porter, parce que comme il touche au deuil, on s'est rendu compte que c'était vraiment souvent très sensible d'évoquer ces sujets-là. Un tout petit mot peut-être sur l'historique. Donc, nous sommes le groupe d'aide à la réflexion, enfin l'espace éthique du centre hospitalier Annecy-Genevois. Et au départ, c'est le groupe d'aide à la réflexion qui a été sollicité par des équipes au moment de la première vague, parce qu'elles avaient été questionnées par des demandes de familles de prendre en photo les personnes, leurs proches décédés, avant qu'ils soient mis dans la housse, car au moment de la première vague, c'était très compliqué, plus que maintenant, pour les familles de venir voir leurs proches décédés. Et ces demandes de prise de photographie avaient été parfois honorées, parfois non. Dans tous les cas, ça avait questionné les équipes, et ils nous avaient donc interrogés pour les aider dans des cas similaires. Et en fin de compte, l'espace éthique, une fois qu'on s'est tous mis bien d'accord que si la famille le demandait, bien sûr, c'était quelque chose à faire, et si possible de faire une jolie photo. Après, il restait tout à organiser. Qui fait la photo, comment, avec quel appareil, où est-ce qu'on la stocke, à qui on la remet, quelles précautions on peut apporter pour encadrer la remise de la photo, pour accompagner les familles. Et puis, ça a été aussi l'occasion de se rendre compte que différentes équipes avaient en fait innové et imaginé plein de petites choses pour accompagner le deuil dans ces situations difficiles. Il y avait des équipes qui avaient spontanément habillé les défunts, ce qui n'est vraiment pas la règle du tout, en fait. Mais du coup, on a généralisé après cette pratique. Il y a eu des équipes qui glissaient dans la housse des petits objets, soit des dessins d'enfants, des photos, des textes qui étaient présents dans la chambre au moment du décès, avec l'accord des familles.
Il y a eu aussi, ça a été l'occasion aussi, ce groupe de travail, de renouer un peu le lien avec les équipes d'aumônerie qui avaient été éloignées un peu des services de soins, hein, du fait et encore plus des unités Covid. Et au final, on a proposé donc une petite plaquette, un petit support qui sert pour les équipes en unité Covid, qui permet de lister un petit peu toutes les choses qui peuvent être proposées aux familles au moment du décès de leurs proches. Et on a aussi pu équiper chacun des sites du centre hospitalier en appareil photo au cas où les familles demandent qu'une photo soit prise. Et donc avec un lien avec l'équipe de soins palliatifs qui peut se rendre disponible pour la remise de la photo. Voilà en résumé notre travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Effectivement, un travail remarquable, une approche éthique remarquable sur le deuil, voilà, que le comité a vraiment souhaité distinguer. Je vais laisser la parole maintenant à un autre membre du comité, Serge Guérin. Voilà, on est très heureux de t'avoir avec nous, Serge. Alors, on t'a pris un peu au dépourvu, hein, c'est exprès, on est comme ça, on est facétieux. Parce que d'habitude, tes sujets de prédilection sont autour de la seniorisation, de la reconnaissance des seniors. Et puis là, aujourd'hui, on t'a demandé de parler notamment, mais je sais que ce sont aussi des sujets qui te sont chers, de protection de l'enfance. Donc, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Béatrice. Merci, oui, d'abord, c'était tout simplement, c'est quand même, je crois, le meilleur des médicaments. Alors, il y a le professeur Leonetti, peut-être me contredira-t-il, mais la joie, l'humour, le plaisir, la notion de se sentir utile, ça fait partie quand même des meilleurs médicaments de la vie. Voilà. Et cette fondation des usagers, c'était quand même ça. Et je trouve que voilà, il y avait, comme disait Camus, on a besoin de cœurs brûlants, mais qui sachent faire de la modération sa juste place. Et ben, on était complètement là-dedans. Il y a des cœurs brûlants. Et camarades Lamine, j'espère bien qu'on se retrouvera tous à Antibes pour faire la fête justement à un moment ou un autre, pour justement se dire ce plaisir qu'on avait. Et ce plaisir pour moi qui en effet regarde plus, mais finalement je regarde les enjeux d'intergénération, et quand on parle des plus âgés, on parle aussi du rôle des grands-parents, par exemple, donc avec les enfants, mais se dire que ce qu'on a vu aussi, c'est que tout simplement dans une France dont on dit qu'elle est sclérosée, qu'elle ne va pas et tout ça, il y a aussi une société qui bouge. Il y a aussi une société qui est hyper mobilisée. Il y a une société qui cultive ce joli mot d'entraide et de solidarité. Et tous les projets que l'on a vus, c'était autour de ça. Et ça, je crois que c'est quand même, on a parlé d'initiatives remarquables, et je crois que c'était aussi ça qui était extrêmement beau. Et puis, les enfants, les jeunes, les enfants, finalement, quand il y a une maladie de l'enfant, c'est aussi une maladie de toute la famille. C'est tout le monde qui est concerné. Alors, parfois, il y a des gens qui fuient, hein, mais n'empêche que c'est tout le monde qui est concerné. Et donc, de ce point de vue-là aussi, c'est bien une question très largement de société. Puisqu'on a vu, et je crois que c'est vraiment important pour la Fondation des usagers, qu'elle prenne en compte cette question-là, parce que les enfants qui ont du mal à avoir la parole, mais aussi des familles qui se retrouvent aussi en difficulté, y compris pour prendre la parole ou pour sortir, par exemple, de leur isolement. On voit bien les deux projets que nous avons soutenus, que nous avons primés, l'association Léa, puis l'Oscar et le centre Oscar Lambret. Dans les deux cas, il y a les questions d'isolement, il y a les questions de problèmes financiers, il y a les questions d'organisation. Non seulement on se prend sur la tête, pour ne pas prendre un autre terme, la maladie, le handicap, le drame, mais en plus, on est face à un deuxième drame qui s'appelle Kafka version ARS. Et donc, c'est comment on arrive à s'y retrouver, comment on arrive à comprendre, comment on arrive à trouver sa place. Et donc, c'était ça aussi, et ces deux associations participent de cela. Et puis, le troisième élément que j'ai trouvé vraiment extrêmement important, alors là, les deux associations, c'était sur les enfants et sur la question du cancer. Mais c'était aussi comment finalement, au-delà du drame, au-delà de la maladie, au-delà de l'accompagnement, joli mot aussi, accompagnement, comment aussi on écoute la vie, comment on écoute le désir, comment on prend en compte la sexualité. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'encadrement, l'accompagnement du drame, c'est aussi comment on permet à ces personnes, on les accompagne pour rester des citoyennes et des citoyens, pour qu'elles puissent faire droit à leur vie, tout simplement. Et je trouvais, et nous avons tous trouvé collectivement que c'était beau, qu'il y avait aussi cet élément-là. Et je trouve que le mot que je garde, moi, derrière, c'est la vie. Pour qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait du désir, quoi. Et on est aussi là-dedans. On est aussi dans cet accompagnement de l'écoute. On n'est pas seulement dans le besoin. Trop souvent, à mon sens, on parle des besoins des personnes quand elles sont fragiles.
Et on oublie aussi le désir des personnes. La fragilité n'interdit pas le désir. Et je trouvais que c'était très beau dans ces deux projets, cette notion d'entraide et cette notion d'accompagnement et cette notion de désir. Je m'arrête là, sinon je vais emmerder tout le monde très, très longtemps. Ah non, tu peux continuer, Serge. Je prends même des notes. On est en phase. N'empêche pas le désir, hein, je le note. Hein. Et tu as noté aussi qu'on se retrouvait tous à Antibes. Ah, ça, oui, ça, sans problème. J'acquiesce. C'est validé, c'est validé. Génial. Alors, merci Serge pour ce témoignage. Merci beaucoup. Merci à vous. Ouais. Alors, je crois que c'est d'abord l'association Léo, Béatrice. Léa, Béatrice. absolument. Merci beaucoup, Serge. Absolument. Moi, j'ai rien de plus à rajouter à ce que tu as dit. Donc, je souscris à tout et je laisse la parole à l'association Léa. Bonjour, rebonjour. Toujours vraiment ravie d'être là. Un grand merci à vous toutes et tous pour cette sélection, ce prix, cette soirée. Ça nous permet de voir du monde, ça fait vraiment chaud au cœur. Alors l'association Léa, elle est née, les personnes qui sont dans le sud de la France peut-être la connaissent un petit peu. Elle est née en 2012 à Nice, à la naissance prématurée de mes 2 enfants. Et donc Léa avec plusieurs pathologies cardiaques et pulmonaires. Et en rencontrant des familles au fur et à mesure de nos hospitalisations, eh bien, on s'est rendu compte avec son papa que, quelle que soit la maladie ou le handicap, les problèmes étaient récurrents. C'était tout le temps le problème psychologique et le problème administratif. Et malheureusement, dans la plupart des budgets hospitaliers, on coupe souvent un petit peu. On a de moins en moins d'assistantes sociales dans les hôpitaux et de moins en moins de psychologues. La première idée était de monter une permanence téléphonique avec une assistante sociale et une psychologue en 2014, ce qui a été rapidement pris d'assaut. Ça a fait tout de suite, on a eu tout de suite beaucoup d'appels. En 2015, ma petite fille nous quitte le 26 août. Et mon mari et moi décidons de maintenir l'association et de continuer en son nom pour aider encore d'autres familles. À présent, c'est un peu plus de 80 000 familles qui ont été aidées depuis 2013. Et on peut vraiment dire qu'on est devenu l'association nationale référente dans tout ce qui est administratif, c'est-à-dire qu'on aide les familles à organiser ou à réorganiser leur vie personnelle et professionnelle autour du parcours de handicap ou du parcours de soins de leur enfant, mais également autour des soins palliatifs et de la fin de vie. Et du deuil parental, puisqu'on est à l'origine notamment de la loi deuil avec la Fédération Grandir sans cancer de l'année dernière. L'association, elle ne s'arrête pas là, elle continue dans des projets qui sont ludiques parce qu'on ne va pas demander aux hôpitaux de mettre du budget dans le ludique, ce n'est pas leur priorité. Et donc, on s'est dit, qui n'a jamais passé du temps dans une salle d'attente de pédiatrie c'est pas évident. Et puis aujourd'hui, c'est surtout, on se rend compte qu'il n'y a plus de lien avec le parent. Souvent, le parent est sur son téléphone et l'enfant est sur des fois aussi le téléphone. Et nous, ça nous gênait un peu quand on est dans les hôpitaux et qu'on fait des permanences, des ateliers, ce genre de choses dans les salles d'attente. On se rend vraiment compte qu'il manque quelque chose qui va unir les parents et les enfants. Donc, on a créé tout d'abord des carnets de jeux. On s'est dit, ça ressemble à ça, en plus de tous les outils qu'on a créés pour les aidants, les guides, la permanence, tout ça. Ce petit carnet de jeu, il est livré avec des crayons de couleur. Ça permet aux soignants de rompre la glace. C'est toujours plus sympa d'arriver avec un petit cadeau, un livret où il y a plein de coloriages et de jeux, plutôt que d'arriver avec une seringue. Donc, le premier contact est toujours plus sympathique. Et puis, au fur et à mesure des mois qui ont passé, eh bien, on a développé des bâches qui sont normées anti-feu. Voilà, on voit un petit peu le genre de jeu qu'on propose aux enfants dans les salles d'attente, dans les chambres, dans les couloirs, dans les salles de jeu. Rompre l'isolement, rompre la monotonie des jours et des longues attentes dans les salles d'examen. Voilà. Donc, on est vraiment très contents et très fiers d'avoir reçu ce prix. Et encore, merci. Merci beaucoup. Et bravo, oui, je vois Serge qui applaudit Merci. Silencieusement, mais le geste est en lui-même éloquent. Même sans le micro, le geste est éloquent. Bravo, effectivement. Et je laisse la parole maintenant, je donne la parole maintenant au centre Oscar Lambret. Voilà. Oui, bonjour, mesdames, messieurs. Bonjour. Au nom de notre trinôme,
Fazia Aïd Kassi est présente ici, connectée aussi de son côté dans son bureau. Covid oblige. Le troisième membre de notre équipe n'a pas pu se joindre à nous, mais donc au nom de nous trois, je remercie sincèrement la Fondation des usagers pour ce... Il s'est joint à nous, Cyril. Oui. Stéphane est là. Ah, bah, j'avais pas vu. Eh ben, alors, nous sommes là tous les trois, chacun de son côté. On est là. Donc, merci à la Fondation des usagers pour ce soutien. Malheureusement, on n'a pas reçu le trophée. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Il a été égaré. Absolument. La Poste a été facétieuse pour 2 ou 3 trophées. Nous allons y remédier. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai interrogé effectivement le service courrier de l'hôpital. Déjà m'arrivé. Mais bon, il est en théorie là et c'est ça qui compte. Donc, merci beaucoup pour ce soutien. Effectivement, un projet qui nous tient à cœur. Avec Fazia, qui est psychologue, moi-même oncologue pédiatre, nous travaillons dans le service d'oncologie pédiatrique adolescents et jeunes adultes du CLCC régional, donc ici à Lille, au centre Oscar Lambret. Et depuis plusieurs années, nous avons à cœur d'accompagner les jeunes, jeunes adultes, enfin adolescents, jeunes adultes atteints de cancer sur justement cette thématique de leur intimité et justement à cœur de prendre en compte leur bien-être sexuel, leur santé sexuelle telle que le veut le terme consacré actuellement. Et nous avons pensé finalement créer un outil ou en tout cas un média, quelque chose qui nous permettrait d'aborder le thème de la sexualité chez les jeunes adultes atteints de cancer, avec pour objectif d'informer, de libérer la parole. Et eux et le ou la partenaire, quand il ou elle existe, mais également de proposer un outil aux professionnels de santé, justement pour faciliter l'approche de la santé sexuelle avec les jeunes adultes atteints de cancer lors d'ateliers d'échange. Et c'est comme ça qu'on a pensé, avec Stéphane, donc le troisième de l'équipe, directeur artistique, créer une web-série de 7 épisodes qui mettront en avant la vie de 6 jeunes adultes, donc une fiction, 6 jeunes adultes traités pour un cancer, et donc de façon à finalement aborder au cours de cette web-série les différentes problématiques auxquelles peuvent être confrontés ces jeunes atteints d'un cancer, et avec un sujet qui reste peut-être encore trop tabou, et ça ne doit pas l'être. Et donc effectivement, ce projet de web-série qui s'appellera Sans tabou, justement, visera à finalement lever les barrières. Alors, on a eu beaucoup de bâtons dans les roues du fait de la Covid, parce que finalement, ce projet, ça fait longtemps qu'il est gestant, que le scénario est écrit, que tout devait se mettre en œuvre en 2020, et hop, la Covid est arrivée. Et donc, bien sûr, vous savez comme moi que pour le coup, le monde de la création artistique et notamment au cinéma a été complètement mis en stand-by. Et donc, on espère là pouvoir tourner en cette fin de printemps, début d'été, en respectant malgré tout un maximum toutes les contraintes sanitaires. Écoutez, on a très hâte de voir vos réalisations et bravo pour ce travail pour faire tomber les tabous sur la sexualité, la vie sexuelle des personnes malades. C'est pareil, il y a aussi beaucoup de tabous sur la vie sexuelle des personnes âgées, etc. Il y a un vrai travail à faire là-dessus, ce que vous dites, de déconstruire des tabous, ce que vous dites dans votre dossier, j'ai retenu l'expression. Et donc bravo. Je vais laisser maintenant, s'il n'y a pas d'autres interventions, la parole à Fabienne Pioche-Laval, qui est avec nous, qui est membre de notre comité également, qui est à la Croix-Rouge. Fabienne. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, à tous. Je suis vraiment très honorée d'être parmi vous. Pour moi, c'est une grande première, puisque c'est la première fois que j'ai intégré justement la fondation, que je suis membre de la Fondation des usagers. Et je suis partante aussi pour aller à Antibes pour la prochaine édition.
Je suis déléguée nationale sanitaire à la Croix-Rouge française et je suis aussi très touchée de présenter ces deux lauréats parce qu'ils illustrent parfaitement la raison d'être de la Croix-Rouge française, qui a récemment réécrit son projet associatif et qui, dans sa raison d'être, l'a formulé autour de l'action pour protéger et relever sans condition les personnes en situation de fragilité, de vulnérabilité et construire avec elles leur résilience. Et cette illustration en fait, de tous ces projets qu'on vient de voir, c'est vraiment ça, c'est vraiment la co-construction, redonner le pouvoir d'agir aux patients, à leur entourage, à leur famille. Ça nous tient particulièrement à cœur puisqu'on a à la Croix-Rouge totalement orienté notre projet associatif sur cette notion-là de pouvoir d'agir. Tout à l'heure, le professeur Leonetti a évoqué le terme de révélateur pour la crise sanitaire, pour la Covid. Je pense que la Covid a été également aussi, vous le savez tous, révélateur d'une grande précarité. Récemment, les chiffres qui sont sortis, c'est le Secours populaire qui a communiqué sur des chiffres sur la précarité et qui a comparé cette situation de précarité et les chiffres comme étant encore plus alarmants qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Donc, on voit bien qu'on va avoir affaire à ces nouveaux visages de la précarité. La crise Covid a vraiment révélé les nouveaux visages, pas seulement les familles, les parents isolés, mais aussi les jeunes et les travailleurs précaires. Des nouveaux visages et puis des nouveaux besoins. En fait, l'aide financière, l'aide alimentaire ne suffit plus. On a vu un besoin, l'isolement social a créé une nouvelle forme de précarité et on a vu des besoins de liens et d'aide psychologique se renforcer. En fait, toutes ces nouvelles réponses, elles doivent être co-construites et s'axer sur notamment la détection, la sensibilisation, prévenir, éduquer. C'est aussi des sujets qu'on va retrouver dans les projets qui sont portés par les lauréats. Adapter les soutiens à certains publics, à des nouveaux publics qu'on n'avait encore jamais vus. Et puis aussi capitaliser sur des innovations technologiques. Et je trouve que les deux projets qui vont suivre, Solancy et puis l'Association pour la recherche de la SLA, sont des projets qui redonnent vraiment le pouvoir d'agir aux patients, à leurs familles et qui leur permettent de construire leur résilience. Donc, merci d'attendre. Bien sûr, je leur laisse la parole. Merci beaucoup. Merci Fabienne. Merci. On ne présente plus Solancy, mais on ne connaît pas forcément toute la palette de ce qu'ils font et de ce qu'ils proposent. Donc, on leur laisse la parole à présent. Blandine, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Et du coup, merci beaucoup pour l'invitation et surtout pour le soutien financier et le prix que vous nous avez octroyé, ce qui va vraiment nous permettre de mettre en œuvre ce projet. Du coup, Solancy accueille des familles dont au moins un des membres est concerné par le VIH. On accompagne majoritairement maintenant des femmes originaires d'Afrique subsaharienne qui cumulent plusieurs facteurs de vulnérabilité, le VIH bien sûr, mais elles sont aussi pour la majorité d'entre elles dans une grande précarité administrative, sociale, financière également. Elles élèvent pour la majorité d'entre elles leurs enfants toutes seules. Elles ont vécu un parcours migratoire violent et maintenant en France, elles sont souvent dans des situations de grand isolement. Et du coup, en fait, beaucoup n'osent pas faire la démarche d'entrer spontanément dans une structure de santé, de soins, voire même sportive, pour différentes raisons, mais ça peut être par méconnaissance, par manque de confiance en soi, par une maîtrise insuffisante de la langue, l'absence d'un mode de garde aussi pour leur enfance, et c'est assez récurrent, ou tout simplement parce que leur santé n'est pas leur priorité pour le moment, parce qu'elles pensent plutôt au papier, au logement, à travailler, etc. Du coup, notre projet il vise à promouvoir la santé des familles en situation de grande précarité,
Il se base sur un diagnostic des besoins en santé des familles qu'on a réalisé donc, durant l'été 2020. Les résultats de ce diagnostic, ils ont mis en avant que la perception de l'image du corps et plus globalement en fait, de l'estime de soi était particulièrement malmenée. Donc par la prise de poids qui peut être due par les traitements, mais également par la situation sociale, peut être due aussi par la maternité, mais surtout par les conditions de vie extrêmement précaires, qui d'ailleurs ont été vraiment accentuées par la crise sanitaire, comme on l'a vu depuis le début. Et du coup, dans ce diagnostic, les familles, elles ont aussi exprimé beaucoup le besoin de rompre l'isolement. C'est vraiment voilà, ce qui a été exprimé de manière la plus majoritaire, on va dire. Du coup, notre objectif, c'est d'améliorer la santé et la qualité de vie des familles que nous accompagnons, et ce, en proposant un accompagnement global qui entend répondre à leurs besoins. Donc, tout d'abord, en favorisant leur accès aux droits et aux soins par un accompagnement social individuel qui a aussi pour finalité de les accompagner vers l'autonomie. On met vraiment un point d'honneur là-dessus. Et également en développant des actions de soins, de prévention et d'éducation à la santé régulière. Donc, on a mis en place des cours d'activité physique adaptés. Cet été, on a prévu des cours de self-défense, de vélo. On met également en place des ateliers où on échange autour de l'alimentation, de l'hygiène bucco-dentaire, de la diversification alimentaire, de la sexualité également. Et on propose aussi des soins d'ostéopathie et des formations gestes de premier secours et d'autres choses également. Mais notre projet, il vise essentiellement à rompre l'isolement, à renforcer l'estime de soi aussi, qui est vraiment mise à mal depuis quelques mois. Et il vise aussi à amener les familles à prendre soin d'elles, à fréquenter les dispositifs de droit commun, de prévention. Et du coup, voilà, c'est vraiment pour, au final, rendre les familles actrices de leur santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci et je pense que c'est effectivement cette notion de renforcement de l'estime de soi hein, qui est mise à mal par la maladie, par la précarité, etc. est effectivement une dimension très importante et quelque chose aussi d'important dans les établissements de santé d'ailleurs. Pour terminer effectivement la présentation de cette première partie de notre événement, on va terminer la présentation des 9 lauréats avec l'association Arsla et Baptiste Forêt. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, je représente aujourd'hui l'équipe de l'Arsla, donc qui remercie chaleureusement toute l'équipe de la Fondation pour ce prix et pour cette confiance que vous nous avez adressée. Donc la RSLA, c'est l'Association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique, maladie qui est aussi connue sous le nom de maladie de Charcot. Donc nous, en fait, au sein de la RSLA, depuis 35 ans, en fait, nous avons 2 missions vraiment principales. La première étant le soutien à la recherche médicale, évidemment, et la seconde étant l'accompagnement des malades et des aidants au quotidien. Et donc, dans le cadre de cette deuxième mission, nous sommes en fait en train de développer une application mobile donc, qui s'appelle Tuto SLA, application et donc projet que nous avons proposé à la Fondation. Donc cette application en fait a un objectif simple qui est en fait de valoriser l'inventivité en fait dont font preuve les malades et leurs proches aidants en fait au quotidien pour pallier en fait des difficultés du quotidien qui sont malheureusement nombreuses et croissantes et de mettre en fait cette inventivité là à disposition du plus grand nombre. Donc d'où le format d'une application mobile gratuite. Grâce à Tuto SLA, en fait, les personnes vivant avec la SLA, donc de manière directe ou indirecte, pourront en fait profiter de tutoriels, d'astuces qui sont en fait créés très régulièrement par la RSLA, mais également de conseils de professionnels de santé et surtout en fait de conseils et d'astuces de d'autres patients et de d'autres aidants et de mettre vraiment en collaboration toutes ces astuces-là et toute cette expérience-là. Voilà, et en fait, au-delà d'un partage d'informations et d'expériences, en fait, Tuto SLA souhaite vraiment créer du lien en fait, entre ces différents acteurs, qu'ils soient malades, aidants, professionnels, et de montrer en fait, aux utilisateurs, et donc là plus particulièrement des malades et des aidants, qu'ils peuvent être épaulés en fait, face à cette maladie-là et qu'ils ne sont pas seuls, en fait, voilà, tout simplement.
Voilà. Merci beaucoup. Le partage d'expérience, l'accueil par les pairs, c'est aussi le dénominateur commun de beaucoup de projets et c'est effectivement absolument fondamental. Pardon, je remets ma vidéo. C'est effectivement absolument fondamental de créer ce lien. Avant qu'on passe à la deuxième partie de notre cérémonie, je voulais savoir si parmi les membres du comité, quelqu'un souhaitait prendre la parole à ce stade. Je vois qu'on a Dominique Pouls avec nous. Est-ce que Dominique, vous souhaitez dire un mot? Oui, bien sûr, un petit mot, Béatrice. Ben, écoutez, je suis très très content d'être avec vous. Comme on disait tout à l'heure, c'est quand même beaucoup plus sympathique de voir des visages que de travailler sur des dossiers et de voir votre enthousiasme pour toutes ces associations pour lesquelles j'ai toujours eu beaucoup d'admiration et beaucoup de respect. J'ai eu l'occasion en dirigeant d'importants établissements hospitaliers, de travailler avec plusieurs associations. Ça s'est toujours très, très bien passé avec un enrichissement mutuel qui a beaucoup plu à tout le monde parce que on n'a pas dit, mais ce n'était pas à eux de le dire, bien sûr, qu'ils apportent beaucoup de choses aux patients, mais ils apportent également beaucoup de choses au personnel soignant, puisque c'est souvent une autre vision, une autre approche que le train-train habituel dans lequel travaillent nos personnels soignants. Et ces associations sont toujours les bienvenues. D'ailleurs, juste à ce propos-là, je voulais simplement préciser que chaque fois que j'ai travaillé avec des associations, et je vous ai dit que je l'avais fait à de nombreuses reprises, souvent il m'a été dit « Ah, oui, ça n'a pas été notre première idée que de solliciter l'hospitalisation privée pour travailler dans le monde de la santé. Sachez simplement qu'on n'attend que vous et vous serez accueillis à bras ouverts dans le monde de l'hospitalisation privée. » Encore une fois, bravo à tous et je vous remercie. Merci beaucoup, Dominique. On va passer à la... Oui, pardon. Non, je pensais que quelqu'un souhaitait prendre la parole. On va passer à la deuxième période de notre cérémonie. Je vais laisser le président Jean Leonetti reprendre la parole. La parole sera brève parce que, en réalité, il n'y a pas des grands lauréats et des petits lauréats. Il y a bien sûr ceux qui ont... au nom de notre fondation, dans la tradition de la fondation, obtenu une aide financière particulière dans le cadre des lauréats. Mais on a tellement vu cette fois-ci d'initiatives qu'on aurait voulu primer, tellement de propositions, de créativité dans une période dans laquelle chacun a un peu tendance à se replier sur soi, cette générosité du cœur, cette capacité à réfléchir à une forme de médecine partagée, on s'est dit qu'il y avait quand même de très belles initiatives. Et au fond, dans la discussion du comité, on en est venu à dire mais ces initiatives, elles sont remarquables. Et on les a donc appelées initiatives remarquables avec un label qu'on a créé à cette occasion et on en a retenu 18. Et ces 18 vont donc nous être présentés maintenant en espérant que notre encouragement leur servira de soutien moral et puis peut-être une autre fois de soutien financier. Marie, à toi de jouer.
Merci Marie pour cette belle vidéo. Alors on est assez nombreux, parce que il n'y a peut-être pas les 18 initiatives remarquables, mais je pense que quand même il y en a beaucoup. Mais j'aimerais quand même bien, évidemment, on aimerait quand même bien les entendre et que chacune et chacun puisse nous dire peut-être en une minute quelques mots. Alors, comme il faut toujours que quelqu'un commence, n'y voyez aucun favoritisme, mais nos chemins se sont recroisés. Alors, j'ai peut-être laissé Maryvonne Yazid, par exemple, commencer. Maryvonne, si tu veux ouvrir le bal, et comme ça va inciter ensuite chacun et chacune à prendre la parole. Je vous demanderai juste effectivement de rester, si possible, dans une minute à peu près, étant donné quand même qu'on est assez nombreux autour de la table ce soir. Merci beaucoup. Maryvonne, tu veux bien commencer? Oui, merci. Merci de me permettre d'ouvrir le bal et bonjour à toutes et à tous. Merci à la Fondation des usagers d'avoir considéré comme initiative remarquable, une initiative importante selon moi dans le champ médico-social et qui permet, je dirais, de travailler deux sujets importants, à la fois les droits fondamentaux, la qualité de vie des personnes en situation de handicap et leur pouvoir d'agir, mais également l'outil que pourrait être la médiation. Parce que, comme l'a dit Serge Guérin, la vie, c'est de la joie, du désir, mais de temps en temps, il y a entre les parties prenantes, que sont les personnes accompagnées, les familles et les professionnels, des divergences d'opinion sur la qualité de vie au quotidien, et tout cela peut dégénérer en conflit. D'où le fait que APF France Handicap, qui représente quand même 44 000 militants, 25 000 personnes accompagnées et 17 000 salariés, donc les forces vives de cette grande association ont co-construit ce que pourrait être donc le collège de la médiation. Et donc, ce collège a été installé en octobre 2019 et il a la particularité d'être composé de 8 membres. J'en suis leur présidente, mais parmi les 8 membres, il y a 2 personnes qui sont accueillies dans des foyers d'accueil médicalisés, 2 parents, 2 professionnels et 2 personnalités extérieures. Si vous êtes plus curieux du fonctionnement du collège, il y a une vidéo qui le présente sur le site APF France Handicap. Simplement vous dire que depuis l'année 2020 nous a aussi impacté dans nos modes de fonctionnement, mais nous nous sommes mis à faire aussi de la médiation en distanciel et nous avons déjà traité 6 situations de conflits particulièrement enquistées par cette nouvelle modalité. Et j'en terminerai par un appel au président Leonetti, parce que je sais aussi que Lamine et Béatrice, vous avez été contactés par Claude Evin, qui a pris l'initiative de proposer à Olivier Véran de réfléchir à comment les dispositifs de médiation pourraient trouver une place plus importante dans le champ de la santé et du médico-social, notamment en faisant évoluer le code de la famille, et de l'action sociale et le code de la santé, parce qu'à l'heure actuelle, on parle surtout de droits des usagers et de droits des patients, mais ce n'est selon moi pas suffisant pour le respect des droits fondamentaux des personnes, et la médiation pourrait être vraiment cet outil pour rétablir le dialogue entre 2 parties qui seraient considérées à égalité. Eh bien, d'un côté, les personnes et voire leur entourage, et de l'autre côté, les professionnels lorsqu'il y a des divergences de point de vue. J'ai peut-être été un tout petit peu plus longue qu'1 minute, mais c'était une gageure de résumer en 1 minute une initiative qui, j'espère, va trouver des développements législatifs dans le futur. Merci Maryvonne. Oui, je crois que la médiation a de toute façon de beaux jours devant elle et c'est vraiment à souhaiter. Qui, parmi les personnes présentes, souhaite prendre la parole? On va faire les choses de manière un peu spontanée, un peu moins structurée. Je vous demanderai de rester pareil dans les 1 minute. Voilà, Maryvonne a donné le là. Je peux essayer, oui. Alors voilà, je vois Madame Bussière. Oui. Alors allez, c'est à vous, c'est vous qui vous affichez, c'est parfait. Bonjour, donc APF France Handicap, donc le SAVS de la Corrèze, donc nous vous remercions aussi pour cette distinction. Donc pour un projet d'usager père accueillant, au sens effectivement de l'agir ensemble que prône l'association,
Donc, ce projet, il va permettre et il permet l'accueil des nouveaux usagers par des personnes accompagnées, donc ayant une certaine habitude, ancienneté dans le service, via la présentation d'un support vidéo créé par les usagers eux-mêmes et par l'organisation de rencontres au sein et en dehors du SAVS. Donc, ce sont effectivement des accueils ou collectifs ou individuels par des pairs accueillants pour les nouveaux usagers. Donc, ce projet, il vise l'autodétermination et la participation des personnes elles-mêmes accompagnées et a créé aussi un groupe social d'usagers ressources autour du projet et du concept d'identité individuelle pour faire naître un sentiment d'appartenance à un collectif. Donc des pairs accueillants qui font collectif et qui peuvent, le jour de leur sortie du dispositif, passer la main à d'autres usagers avec de l'ancienneté dans le service. Voilà. La prochaine étape de notre projet qui donc a évolué est la demande de formation pour accompagner à la prise en charge de ce rôle, parce que nous ne parlons pas de mission, mais d'un rôle. Donc, nous prévoyons une formation qui leur est dédiée. Merci beaucoup. Effectivement, le concept de père accueillant qui fait progresser aussi la vision de la démocratie sanitaire, à l'évidence. Madame Rambaud, si vous êtes avec nous, est-ce que vous nous diriez quelques mots? Est-ce que Madame Rambaud? Claude, est-ce que Claude... Oui, je vous vois. Très bien. Oui, je serai très brève. Tout à l'heure, je cherchais le petit mot que Alain Michel avait préparé et je ne l'ai pas trouvé, j'ai renoncé parce que vous m'avez dit qu'il y avait un partage d'écran, donc je vais être rapide. Je connais le projet par cœur. Le projet du lien, il est beaucoup plus technique que tout ce que vous avez montré, mais néanmoins, je vous garantis que derrière, il y a des enjeux humains d'assez haut niveau. Il est juste la prolongation d'une lutte de 12 ans par laquelle nous avons réussi à obtenir une décontamination des sondes d'échographie endocavitaires de haut niveau. Il fait suite, bien entendu, à un certain nombre de dossiers que nous avions reçus et pour lesquels nous avions fait une recherche. Et cette lutte a abouti à des recommandations de bonnes pratiques que nous avons conduites avec la SF2H, que vous connaissez sans doute, la Société d'hygiène hospitalière, et le ministère de la Santé. Et le projet que nous avons présenté est une incitation au respect de ces bonnes pratiques, bien sûr, de décontamination des sondes d'échographie entre deux femmes ou entre deux hommes pour les échographies rectales, sur la base d'un partage de l'information et bien sûr d'une relation de confiance. Voilà, donc je vous remercie infiniment, la Fondation, et puis aussi nos deux présidents, n'est-ce pas, Monsieur Leonetti, et puis je dirais cher Lamine. Merci. Merci Claude, ça fait plaisir de te voir aussi, c'est longtemps que je ne t'avais pas vu. Ben oui, on ne se voit plus, Lamine. Merci. Effectivement, la confiance, c'est aussi ce qui motive beaucoup ce que fait le lien dans toutes ces actions et le partage d'informations aussi, de la transparence de l'information. C'est la base de ce projet. Alors, je vais laisser, j'ai vu un petit peu dans l'ordre, je vois à l'image la personne de la Fédération des aphasiques de France. Très beau projet aussi. Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots? Voilà, donc je représente le docteur Jean-Dominique Journet, qui est le président et qui est porteur de ce projet. L'aphasie n'est pas très connue du grand public et les aphasiques ne sont souvent pas aidés dans leur communication puisqu'ils ont perdu le langage et la communication. Et lorsqu'ils se trouvent en détresse, pour appeler le SAMU ou tous les services ou la gendarmerie, le 15, le 17, le 18 ou le 112, eh bien, il y a un gros problème. Donc, le projet AFA 114 que nous avons soutenu consiste à intégrer officiellement les aphasiques dans le système du CNR 114. Et nous avons obtenu auprès des institutions une reconnaissance, mais qu'il n'est pas possible de mettre en application. C'est pour cela. Alors, donc, ce projet vise à faire une série d'expérimentations dans les différents SAMU de France. Donc, il y a déjà eu 3 expérimentations qui ont été menées
avec des personnes aphasiques qui téléphonent, bon, en situation théâtralisée bien entendu, de chez elles pour appeler le secours. Et comme les aphasiques n'ont pas une élocution et elles ont une perte de mots évidente et une compréhension difficile quelquefois, qui n'a rien à voir avec leur intelligence, mais ils ont perdu les outils pour parler. Donc, il y a une série de pictogrammes, de vidéos qui doivent être mises en application et bien entendu, bien intégrées à la loi qui, lors de l'avènement du 114 en 2011, ouvrait ce service aux sourds et malentendants. Donc, ce dispositif demande à être vraiment officialisé avec les moyens et les opérateurs pour recevoir les appels d'aphasiques qui se trouvent devant une situation de détresse, donc pour appeler les secours et pour décrire les symptômes dont souffre donc, la personne qui demande à être secourue. Donc, nous avons institué ces expérimentations et bien sûr, Covid oblige, bien entendu, elles ont été interrompues. Nous avons fait Saint-Étienne, Toulouse et Montpellier. Donc, pour mettre un petit peu à l'épreuve les urgentistes par le biais des opérateurs ou opératrices qui transcrivent l'appel avec des moyens qui sont de plus en plus numériques, bien entendu. Donc, nous avons l'appui, bien sûr, des institutions, mais il faut vraiment avoir les moyens pour que des opérateurs soient officiellement opérationnels. Alors, la FNAF est à l'initiative de la création d'un diplôme à Toulouse pour la formation d'opérateurs qui recevront les appels de détresse de personnes aphasiques et qui pourront ainsi déclencher les services d'urgence. Voilà, donc nous portons ce projet depuis 2018, mais nous sommes absolument ravis d'avoir eu une distinction sur l'initiative exemplaire, parce que l'aphasie n'étant pas connue, je pense que c'est un moyen aussi de faire connaître cette séquelle suite à une lésion cérébrale, que ce soit un AVC, un traumatisme crânien. Et de plus en plus maintenant, on voit apparaître l'aphasie primaire progressive qui intervient chez des personnes qui ont une dégénérescence cérébrale. Donc, ce projet, on le continue. Merci beaucoup. Ça ne va pas nous empêcher d'aller plus Bien, loin. merci beaucoup. C'est un beau projet. C'est un beau projet. Je suis convaincue qu'effectivement, votre initiative peut profiter à d'autres aussi. Toute l'expérience que vous emmagasinez, l'expertise sur ce sujet peut profiter aussi à d'autres populations. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? Je crois qu'on a encore plusieurs initiatives remarquables autour de la table. Oui, Monsieur Gilliot, bien sûr. Bonjour Madame Malek, merci en tout cas à la Fondation des usagers de nous avoir invités, de nous avoir distingués pour notre projet. Donc en fait, de manière très synthétique, le projet est lié à une problématique que nous avons dans le département de l'Eure. Donc l'hôpital Lamus, c'est un hôpital SSR dans le département de l'Eure. C'est vrai qu'on est fort lié à un désert médical dans les villes et villages aux alentours, et donc d'une collaboration tripartite avec le département de l'Eure et des infirmières en fait d'un village qui s'appelle Danville. On a développé une nouvelle offre de soins qui est un service de téléconsultation un peu particulier, dans le sens où les usagers peuvent avoir accès aux médecins de notre hôpital Lamus à distance, donc en étant à Danville, donc ce village à désert médical. Mais la particularité, c'est que pendant cet acte de téléconsultation, les usagers sont accueillis et sont accompagnés par des infirmières libérales que les patients connaissent en fait. Et on remarque de cette expérimentation qui a démarré il y a quelques mois, que le fait que les infirmières soient présentes, ça les rassure vraiment, d'une part, et ça permet vraiment d'être beaucoup plus efficace et efficient dans l'accompagnement de l'usager pendant la téléconsultation. Et l'autre intérêt également dans ce projet, c'est que ces patients, à la base, n'ont plus de médecin traitant
c'est qu'à la suite de cette séance de téléconsultation, ils pourront être ensuite accueillis à l'AMUS afin d'alterner ces séances en téléconsultation avec des séances en présentiel avec nos médecins. Donc, je remercie encore la Fondation des usagers pour voilà, votre distinction à ce niveau-là. Et voilà, merci Très bien, beaucoup. merci beaucoup à vous. On va essayer de terminer la cérémonie à 18h30, mais je voudrais qu'on donne la parole à tout le monde. J'ai qui s'affiche devant moi, oui, la Maison Perchée. Allez-y, on vous écoute. Bonsoir à toutes et à tous, Maxime, enchanté. Pour la petite histoire, j'ai été diagnostiqué bipolaire il y a 5 ans à l'âge de 22 ans et quand je suis sorti de l'hôpital, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien qu'on me proposait pour essayer d'avancer, d'évoluer, d'échanger avec des pairs. Et de là m'est venue en fait l'idée de la création de la Maison Perchée parce que je me suis rendu Plus de son. Plus de son. Pourtant, c'est bon là? Oui, c'est bon. C'est bizarre. C'est la première association gérée entièrement par des malades, enfin atteints de troubles psychiques, pour les personnes atteintes de troubles psychiques et leurs proches. Et l'idée, donc, c'est de déstigmatiser au mieux au plus grand public à travers tout un panel d'activités, mais aussi de créer du contenu et d'aller de l'avant avec les personnes concernées. Via une plateforme, donc ça c'est complètement novateur qu'on a mis en ligne et des Français à travers toute la France et aussi à l'étranger, et aussi dans des lieux dits comme donc, des maisons. La première va ouvrir normalement en janvier 2022 et après on espère ouvrir en région parce qu'on sait très bien qu'il y a un gros manque en région. Et autant vous dire qu'avec le Covid en ce moment, on a du boulot. C'est clair, c'est une belle conclusion. Bravo pour ce que vous faites. Et votre titre, Communauté d'esprit singulier, c'est vraiment un très beau titre. Mais ça en dit beaucoup, ça exprime bien ce que c'est. Je crois qu'on avait la Fondation Hôpital Saint-Joseph également avec nous. Non, ils sont peut-être partis. Est-ce que d'autres qui ne se seraient pas exprimés parmi les initiatives on n'est pas partis. Ah, pardon. Le temps que j'active le... Allez-y, Madame Bagour. Alors, merci beaucoup. Écoutez, nous, c'est l'hôpital Saint-Joseph de Marseille qui porte depuis 1995 un programme d'accès aux soins pour les personnes de la rue, pour les SDF, avec un médecin bénévole et le concours de secours catholique. Les bénévoles du Secours catholique qui animent donc cet accès aux soins pour les SDF de la métropole de Marseille. Et le programme a été interrompu pendant la crise sanitaire. Et là, on a pu, malgré les contraintes des gestes barrières et le protocole sanitaire, on a pu le réouvrir. Voilà, donc on est très heureux de pouvoir à nouveau accueillir environ 400 SDF qui ont accès aux soins et qui sont souvent démunis de cartes vitales ou de papiers leur permettant d'avoir des couvertures sociales. Bravo de réussir en tout cas, en dépit du contexte, à maintenir ce lien et cette action avec le Secours catholique. Qui souhaite également, je salue Monsieur Mazar qui nous a rejoint. On est très heureux, Monsieur Mazar, que vous soyez des nôtres de France Assos Santé. Qui souhaite encore s'exprimer? Oui, Chemin d'Espérance. Oui. Allez-y. Alors, nous sommes l'association Chemin d'Espérance. On gère une vingtaine d'EHPAD présents sur tout le territoire français. Et donc, on est sur un projet de développement de la télémédecine, particulièrement dans nos établissements qui sont face à cette problématique de déserts médicaux. Et la crise sanitaire a encore plus révélé les besoins de ces établissements, avec cet axe qui nous tient à cœur, qui est de ne pas se limiter au développement de la solution technique, mais à vraiment prendre en compte la sensibilité de nos résidents, qui sont des personnes âgées, donc une population qui n'est pas forcément à l'aise avec la technologie et dont beaucoup sont atteints aussi de troubles cognitifs. Et donc, nous voulons vraiment développer un volet de formation et d'accompagnement du personnel soignant, des référents pour ces résidents, qui les accompagnent pour que, dans une démarche qui soit apaisée, et surtout de recueillir le consentement, de ne plus aller automatiquement voir son médecin traitant, mais de commencer par ces démarches-là. Et donc, c'est un programme qu'on entend déployer d'abord dans 3 établissements pilotes et ensuite dans tous nos établissements. Voilà, et donc merci beaucoup. C'est donc un soutien effectivement moral pour nous important d'avoir été retenu parmi les initiatives remarquables et qui nous permet de nous projeter, voilà, dans
ce projet. Merci. Merci beaucoup. Et on fera avec vous, comme avec toutes les associations, on valorisera effectivement sur les réseaux sociaux ce que vous faites. Je vois une dame qui a un très joli nez rouge et j'ai très envie de lui donner la parole. Bonjour, je suis Bidouille de la Ronde des Clowns. Ah, c'est marrant, je m'en doutais un tout petit peu. T'as vu? Alors, depuis 26 ans, je vais quand même enlever mon nez pour parler parce que sinon je suis obligée de zozoter. Depuis 26 ans, à Nice, il y a l'association La Ronde des Clowns. Et l'année dernière, pendant le Covid, on a dû récupérer le travail d'une autre association qui n'avait pas survécu au Covid. Et donc, on doit maintenant faire 4 après-midi par semaine à Nice, dans les hôpitaux pour les enfants malades. Voilà, donc moi, j'ai pu reprendre là parce que je suis vaccinée. Mais il y a des clowns qui n'ont pas pu reprendre encore. Et j'ai été accueillie, mais vraiment, c'était magnifique comment j'étais accueillie dans les services, par le personnel, par les enfants. Et franchement, de voir sourire un enfant. Et quand je suis arrivée, oh non, je suis fatiguée. Et puis 5 minutes après, l'enfant qui rigole, qui danse. Et voilà, c'était… Merci, merci, merci. Merci beaucoup à vous. Vous illustrez bien… la joie, l'enthousiasme dont on parlait tout à l'heure. Et félicitations. J'imagine que ça a dû être formidable de renouer avec les enfants. Effectivement, maintenant que vous êtes vaccinés, c'est très très bien, tant mieux. C'est un beau message d'espoir. Qui souhaite prendre la parole à présent? Est-ce que tout le monde… Il me semblait qu'il y avait Camille Sport et Santé ou la FAO qui était avec nous. Est-ce que je me trompe? Oui, alors je peux présenter notre projet de la FAO, du coup, l'Association française de l'atrésie de l'œsophage. Du coup, nous, on regroupe des parents d'enfants qui sont nés avec cette malformation, l'atrésie de l'œsophage, et on proposait des ateliers de prévention et d'information à destination des parents, justement, pour accompagner davantage leurs enfants dans leur parcours de soins. Donc, que ce soit des ateliers sur les troubles de l'oralité alimentaire, des ateliers sur les troubles respiratoires, etc. Mais toujours sur la thématique de l'atrésie de l'œsophage pour accompagner les parents. Voilà, donc ces ateliers, on va les faire en ligne cette année, comme l'année dernière. Normalement, c'était prévu au mois de juin. Et là, on ne peut pas organiser une journée d'atelier parce que c'était sous ce format-là en physique. Donc, on le fera en ligne cette année. Et on remercie évidemment la Fondation des usagers pour avoir remarqué notre initiative cette année. Voilà, un grand merci. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Moi, je ne connaissais pas. Je pense que des personnes du comité ont été également très intéressées par votre initiative. Je ne connaissais pas voilà, cette association. Donc, merci aussi pour cette découverte et cette cause. Est-ce que tout le monde a parlé ou est-ce qu'on a oublié quelqu'un? Ce n'est pas possible. Non? Tout le monde, toutes les initiatives remarquables ont pu s'exprimer? Je salue donc, je ne sais plus si je l'ai dit, René Mazard, donc de France Assos Santé, qui nous a rejoints. Péniblement. Mais René, vous êtes… Bonsoir à tous. Mais je viens de passer 1 heure à essayer de régler tous les problèmes pour repartir. Alors, je me suis découvert une autre étiquette. Je suis informaticien maintenant, certainement. En tout cas, écoutez, vous êtes avec nous. On va se quitter à présent. Mais je vais laisser évidemment le mot de conclusion et la conclusion à Lamine et au président Leonetti. Mais je tenais simplement à vous remercier toutes et tous très chaleureusement. Maintenant, ce n'est pas fini, c'est un début. On va essayer de valoriser au maximum vos initiatives et on va reprendre contact avec vous voilà, sur les réseaux sociaux. Hein. On est présent sur Facebook, on est présent sur LinkedIn. Et j'adresse un grand merci aussi à Nathalie Jarry, à Marie Billan et un mot très particulier à Pascal Fringant, qui est l'assistante de la Fondation, que beaucoup d'entre vous, vous l'avez eu au téléphone. Voilà, elle fait un travail formidable de manière très, très discrète pour la Fondation, mais merci beaucoup Pascal. Voilà. Et maintenant, je laisse à Lamine et au président Leonetti le soin de conclure. Je vais laisser le président conclure. Et d'abord, te remercier, Béatrice, remercier Marie pour l'organisation, la technique et ce partage. Surtout, Béatrice, pour ce déroulé absolument extraordinaire. En 1 heure et demie, j'ai le déroulé sous les yeux. Tu as tenu le timing. Tout le monde a pu s'exprimer, dire ce qu'il avait sur le cœur. Et j'ai vraiment aimé un nombre très important de vos témoignages qui venaient du cœur et qui, je l'avoue, nous remettent dans la vraie vie.
parce que Jean et moi, nous ne sommes pas toujours dans la vraie vie. Jean plus que moi, parce qu'il est médecin, mais nous ne sommes pas toujours dans la vraie vie, c'est-à-dire que dans la difficulté qui touche le handicap ou sa personne ou son esprit, très touché par le témoignage de la Maison Perchée. Voilà, donc merci Béatrice, merci pour votre engagement et ça me motive pour continuer, même si je n'avais pas besoin de motivation, mais ça me motive encore plus pour continuer et pouvoir vous retrouver et vous remercier, on l'espère, en présentiel. Merci à tous. Jean, si tu veux bien conclure. Oui, bien sûr. J'attendais que tu aies terminé. Je te remercie de me donner les derniers mots de conclusion qui sont des mots d'espérance. Voilà. On vient d'assister à un joli bouquet de générosité, d'humour, d'engagement d'hommes et de femmes. On a appris des mots avec la Covid. On a appris distanciation. Et là, on voit comment les gens, malgré la distanciation sanitaire, ils continuent à créer des liens et peut-être, je dirais, presque plus encore des liens qui sont indispensables dans la période. Après, il y a un autre truc qui est qu'est-ce que c'est qui est essentiel et non essentiel. On a toujours un peu l'impression qu'on veut faire ce distinguo qui est extrêmement difficile à faire. C'est difficile à faire dans le commerce, mais c'est difficile à faire aussi dans la médecine. Les Anglais disent cure et care. Bien sûr que le traitement, les possibilités médicamenteuses, les possibilités thérapeutiques, la vaccination, tout ça c'est indispensable dans une médecine moderne et la numérisation vient, et l'intelligence artificielle vient encore l'accentuer. Mais ce care, ce prendre soin, c'est une nébuleuse dans laquelle on voit bien qu'on dépasse le cadre de la pure médecine. On est dans le social, on est dans le médico-social, on est simplement dans la fraternité. Et donc, merci de ces toutes petites lumières d'espoir qui naissent à l'intérieur d'une période qu'on pourrait considérer comme un peu maussade et un peu sombre, dans laquelle la lassitude, quelquefois la colère, l'emporte sur l'engagement. On vient de voir de beaux engagements. Et merci à toi, Lamine, et merci à vous tous de continuer à les soutenir par la Fondation. Et on sera toujours très attentifs. Après, j'ai bien entendu qu'il y avait un engagement que vous aviez pris à ma place, c'est qu'on se réunissait tous à Antibes dès que la distanciation s'arrêtait. Et donc, il n'y a pas de problème. Voilà. Dès que nos masques tombent, dès que la distanciation s'arrête, dès que la vie reprend, on se retrouve à Antibes. Et en tout cas, je suis à la disposition de chacun pour venir vous voir avec toute l'équipe du comité, que je remercie une fois de plus, pour venir vous voir et faire de la communication auprès de ce que vous faites, parce que ce que vous faites est remarquable, formidable. Et j'ai beaucoup de chance de présider cette fondation et je remercie une fois de plus Lamine pour sa confiance. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous.